Pour moi, il y a une destination qui est plus d'épanouissement et plus de bonheur, mais il y a tout un tas de chemins pour y aller. La seule personne qui peut véritablement savoir quel chemin est le bon pour toi, c'est toi. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Simon Hamelin, entrepreneur, fondateur de The Society, un écosystème qui redonne à chacun l'accès à l'opportunité dans un monde en quête d'équité et de sens. Bonjour Simon. Bonjour Thierry. Alors Simon, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que pour moi, tu incarnes avec force le thème de ce podcast qui est celui de la transformation, comme tu le sais. Alors pas une transformation cosmétique ou opportuniste, mais une mue profonde, celle qui naît du doute, du chaos et parfois de la douleur et qui se prolonge souvent dans un engagement incarné, aligné et résolument tourné vers les autres. Alors laisse-moi revenir sur ton parcours. Tu es né à Vénissieux en 1992, puis tu grandis en Haute-Loire et à Saint-Étienne dans une famille de classe moyenne. Tes parents se séparent quand tu as 6 ans, un événement qui ouvre en toi une faille, mais aussi une quête. Tu romps très tôt avec une relation toxique avec ton père et tu te construis aux côtés de ta maman, qui est infirmière, dans un climat où l'amour fait parfois défaut. À l'école, tu fais des bêtises, besoin de te faire remarquer, besoin d'être vu, aimé, mais tu as 2 talents qui te sauvent, les langues et le sport. À 11 ans, tu pars en colonie internationale, un univers communautaire, responsabilisant, où tu t'éveilles au monde et à l'altérité. Cette expérience te forme profondément et tu resteras même jusqu'à tes 18 ans, devenant aussi moniteur. À peine ton bac en poche, tu pars en Australie avec 500 € en poche. Ce gap year te transforme. Tu y lis pour la première fois le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, sans encore mesurer combien ce livre va semer en toi une graine déterminante. Là-bas, tu fais les rencontres qui, pour la première fois, te font sentir vu et digne d'amour. De retour en France, tu entames des études de droit sans réelle vocation. Tu enchaînes les petits boulots en restauration et les soirées alcoolisées. Tu dis de cette époque, j'étais très malheureux, mais je ne m'en rendais pas compte. Une première crise existentielle éclate au Canada où tu poursuis un master en droit à Toronto. Une expérience de MDMA agit comme un révélateur violent de ton mal-être. S'ensuit une dépendance à l'herbe et une période d'errance marquée par le doute, l'addiction et ce que tu appelles un fixed mindset. Mais déjà, quelque chose s'éveille en toi, tu bifurques, explores le monde du poker, du trading, puis tu tentes l'entrepreneuriat, tu lances ta première start-up, Lumeo, dans la modélisation 3D. Et là, un point de bascule, tu fais un burn-out massif, accompagné d'une dépression sévère, tu touches le fond et tu confies « Je ne me suis jamais dit que j'allais me suicider, mais j'ai joué avec l'idée ». Et c'est à ce moment-là que tu décides de ne plus fuir, tu plonges dans la méditation, le yoga, le journaling et même les psychédéliques. Tu lis, tu explores, tu te transformes et surtout tu t'engages dans une quête intérieure authentique qui t'éloigne du besoin de réussir pour être aimé, pour aller vers une action alignée avec ta mission. Cette mission, tu l'as traduit aujourd'hui dans The Society, un collectif humain et technologique qui veut réinventer le capitalisme en le rendant plus juste, plus inclusif, plus transparent. Comme tu le dis, ce n'est pas le capitalisme le problème, c'est la manière dont on le pratique. Simon, ton parcours, c'est un témoignage puissant de la capacité à se relever, à se réinventer, à retrouver sa voie au cœur du chaos. Tu es un marcheur lucide sur ce chemin qui nous appelle à grandir en conscience, en courage et en cohérence. Bienvenue sur le chemin, Simon. Waouh, merci. C'est fou de l'entendre comme ça. Justement, c'est vrai que c'est pas tout à fait banal en fait de réentendre son parcours raconté comme ça d'une traite et j'avais envie de te faire un petit peu réagir sur ce que je viens de retracer. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ces derniers temps, j'ai de plus en plus de gratitude envers moi-même. C'est quelque chose qui a beaucoup manqué au fil des années. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler parce que je voyais justement le chemin comme ce que je devais faire. Il fallait travailler, il fallait être meilleur, il fallait avancer pour être plus heureux. Et au final, j'ai eu au fil du temps assez peu de gratitude envers moi-même pour justement cette résilience, cette capacité à continuer d'avancer quoi que la vie mette sur mon chemin. Et c'est vrai que d'entendre ma vie reflétée comme ça en miroir,
fait du bien et me remet une petite couche de gratitude. Merci à moi-même, en fait, de faire tout ça. Ouais et c'est intéressant en fait, qu'est-ce qui t'a permis d'exercer plus de gratitude à ton endroit? Souvent on ressent, de la gratitude pour les autres et on s'oublie un petit peu dans l'équation, donc qu'est-ce qui t'a permis toi d'avoir un peu ce déclic qui t'a dit: «Bah, faut pas que je m'oublie, faut aussi que j'exprime de la reconnaissance pour moi-même»? Il y a 2 choses qui me viennent en tête quand tu dis ça. La 1re, ça a été, une approche un petit peu, utilitaire, il y a quelques années où, tu sais, quand on parle de loi de l'attraction et de fréquence et de ces choses-là, il est dit que d'exprimer de la gratitude et notamment envers soi-même est une des manières, en fait, que s'effacent les choses un petit peu plus sombres qui peuvent se passer et les fréquences un petit peu plus basses et du coup d'élever la fréquence. Donc je le faisais, mais c'était un processus qui était très mental, en fait. C'était pas du tout quelque chose qui venait de profondément en moi ou de mon cœur. Donc j'ai pas de souvenir d'avoir eu des moments de gratitude vraiment profonds. Par contre, tu vois, récemment, j'ai eu ces moments-là de manière, très intense et très profonde et très authentique, particulièrement dans les cérémonies ayahuasca, où j'en suis ressorti, en sentant très profondément ce travail que j'avais fait, en étant très reconnaissant pour moi-même de tout ce que j'entreprends et de l'humilité avec laquelle, je le fais. Et comme je te l'avais dit, je suis aussi un gros pratiquant vipassana et quand tu pratiques vipassana, il y a une pratique complémentaire qui s'appelle metta, qui est, sharing of the merits, loving kindness et où justement tu donnes aux autres, mais tu te donnes à toi-même. Goenka dit, «May I be happy, may I be free, may I be liberated» et du coup, au fil de cette pratique, je sens qu'il y a des fréquences qui bougent en moi quand je fais ça et du coup, au final, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique au quotidien et tous les jours, j'ai vraiment au moins ces 5 minutes de reconnaissance envers moi-même et de connexion, avec, les autres aussi. Simon, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres depuis que j'ai découvert ton parcours. Tu as été formé au droit, tu es tenté par le poker, par pas mal de choses, tu es passé par l'entrepreneuriat et aujourd'hui tu tentes de créer un nouveau contrat social. Et je demandais, est-ce qu'il y a un fil rouge finalement derrière tous ces détours de chemin? On va dire qu'il y en a 2. Il y en avait un qui était le côté un peu plus, ombre, qui était un ego, qui était une envie de montrer au monde que je valais quelque chose, une envie de réussir de manière objective. J'avais un petit peu ce truc que j'ai, compris en rétrospective. Je me souviens d'une conversation avec ma maman quand je devais avoir, 15 ou 16 ans et où je lui dis que j'ai envie d'être millionnaire et elle me dit: «Comment tu vas faire?» Et je lui dis: «T'inquiète, t'inquiète, je vais le faire» et elle pouffe un petit peu et elle comprend pas aussi pourquoi ça. Et en fait, c'était vraiment, ce truc de, je me sens pas aimé, je m'aime pas moi-même et je veux montrer au monde que je mérite de l'être et de manière un petit peu détournée, me le montrer à moi-même aussi. Donc ça a été, ce fil rouge que j'ai déconstruit pour beaucoup et qui, Mmh. j'ose le dire, ne fait quasiment plus partie de qui je suis, aujourd'hui. Et le deuxième fil rouge qui a été beaucoup plus authentique, beaucoup plus profond, qui est vraiment lié à ma mission de vie, c'est une énorme empathie pour l'autre. Une énorme empathie et notamment pour tous les gens qui n'ont pas tous les privilèges que moi j'ai eu de classe moyenne, blanc, homme, bonnes études, des parents qui, même s'il y avait pas, cet amour vraiment affectueux, il y avait de l'amour quand même à sa Mmh. manière, tu Mmh. vois? J'ai quand même eu des parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui m'ont Ouais. jamais abandonné. Voilà, il y a eu des coupures, il y a eu des cassures, il y a eu des conflits, mais ils étaient toujours là. Mais il y avait vraiment cet appel, en fait, à être là pour les autres. Et ça a été le fil rouge. Ça a été vraiment ce truc qui s'est, de plus en plus éveillé et renforcé au fil des années passées de, «Non, en fait, je fais pas ça pour moi. Je ne fais pas ça que pour moi». Je tiens quand même à dire parce que, en voulant trop faire pour les autres, on a aussi tendance à s'oublier. C'est un travail que j'ai dû apprendre à faire aussi, de faire autant pour moi que pour les autres. Et vraiment, cette question de l'accès à l'opportunité, de l'accès aux ressources, ça a été ça pour moi le fil rouge. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je suis profondément touché par le fait que aujourd'hui, cet accès à l'opportunité et aux ressources est extrêmement déséquilibré, bénéficie un très petit groupe et exclut un énorme groupe. Et j'ai vraiment compris que c'était ça ma mission en fait, une mission d'unifier et de connecter à grande échelle. Ouais, c'est intéressant et on en avait parlé quand on préparait ce podcast. Une des précédentes invitées de ce podcast, Jinguo, qui est la présidente de Connexio, me disait, souvent, cette citation qu'elle a fait sienne, qui est que le talent est également distribué et distribué également, mais les opportunités ne le sont pas et en fait, j'ai le sentiment que tu reprends aussi à ton, propre endroit, cette ligne. Complètement. Et tu vois, j'ai passé un petit peu de temps en Afrique ces derniers temps et connecté avec des gens en Afrique. J'étais au Sénégal l'année dernière, j'étais aussi en Éthiopie cette année et j'y ai vu une énergie, une soif de vie et une intelligence comme
Bon, l'intelligence, elle est aussi en Europe, elle est aussi dans le monde occidental. Mais cette énergie, ça m'a un petit peu rendu triste parce que c'était magnifique. J'ai passé des moments mémorables dont je me souviendrai toute ma vie. Et je trouve ça tellement triste, en fait, que la manière dont la société se soit structurée exclut ces gens-là, excluent cette énergie. Et du coup, quand j'ai écouté effectivement le podcast de Jean, ça a beaucoup connecté parce que je partage complètement ça. Mmh. Je dirais pas qu'on est tous faits égaux parce qu'il y en a qui naissent avec plus ou moins de challenges dans la vie, que ce soit des challenges objectifs ou subjectifs. Je pense qu'on est tous emmenés dans cette vie pour galérer et pour apprendre. Mais en tout cas, l'infrastructure dans laquelle cette inégalité s'insère devrait avoir un peu plus d'empathie, un petit peu plus de compassion et devrait être un peu plus inclusif aussi. Alors Simon, tu le sais, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours, on a vu, on a connu de nombreuses transformations. Est-ce que toi, tu peux partager avec nous, finalement, comment tu as procédé pour trouver ton propre chemin? Est-ce que ça s'est fait par itération? Est-ce que tu as une vocation? Est-ce que tu as désiré ce chemin? Comment tu as su que tu étais sur la voie? Le chemin, il avait commencé avant que ça soit conscient. Tu sais, je t'ai parlé effectivement de cette grosse crise qu'il y a eu au bout d'un an de ma première boîte. Le chemin, il avait déjà commencé avec ça. Je te l'ai dit, en 2011, je lisais Eckhart Tolle. Plus tard, je commençais à lire d'autres livres de self-help, entre guillemets. Et je pense que sans m'en rendre compte, j'étais déjà en train de faire ça. Je me souviens d'un moment, c'était autour de 2014-2015, j'en avais marre de l'impact qu'avait mon ego dans ma vie. Et je m'étais mis en tête de tuer mon ego. Ce qui était très inconscient, mais limite irresponsable, parce que tu peux pas tuer une partie de toi. Mais en tout cas, c'est preuve que ça avait déjà commencé. J'étais déjà quand même dans cette introspection. Mais c'était très déconnecté, en fait, de la réalité de qui j'étais et c'était fait avec peu de conscience. Par contre, au moment où il y a eu justement ce gros burn-out, cette grosse dépression, ces pensées suicidaires qui me dépassent complètement, à ce moment-là, il y a un déclic plus profond. Et par contre, il y a zéro méthode. Il y a des outils qui commencent à rentrer dans ma vie et qui commencent à, je sens faire leur effet et tout. Et du coup, je continue. Mais j'avais quand même encore beaucoup d'ego à ce moment-là, donc je rechignais à aller chercher la solution ailleurs et je tenais vraiment à ce que la solution vienne de moi. J'avais vraiment l'impression que personne ne pouvait me connaître aussi bien que moi je me connaissais. Et du coup, ça fait que, d'abord, je découvre le journaling, mais plus dans un cadre entrepreneuriat. Tu sais, c'était un peu l'époque des entrepreneurship self-help gurus qui débarquaient, qui donnaient un petit peu tous leur grain de sel. Donc, je commence à faire ça, mais je me rends compte que ça me permet en fait d'aller plus profondément dans ma pensée. Ça me permet de commencer à sortir des cycles, parce que quand tu restes dans la tête, ça tourne en rond. Et Mmh. au final, ça demande une discipline et une honnêteté qui est très importante pour arriver à faire son journal. Donc le journal est devenu un truc important pour moi. Après, je découvre la méditation, je redécouvre la méditation d'un point de vue utilitaire. Je me souviens de ma grand-mère qui m'en parlait quand j'avais 6 ou 7 ans et je disais: «Pff, pourquoi ça? Ça sert à rien, j'avais pas du tout envie de ça». Et je le redécouvre 20 ans plus tard et en fait, ça devient un des socles. Et je pense quand même que le gros déclic a été au yoga parce que le yoga, ça associait en fait la pratique sportive qui était très importante pour moi. J'avais toujours voulu être performant, mais aussi je voulais plaire, tu vois. Parce que j'étais un homme, parce qu'on était un peu dans ces débuts des réseaux sociaux où il commençait à y avoir des standards, entre guillemets, de beauté aussi importants pour les hommes qu'ils étaient pour les femmes. Et moi, j'étais en plein dedans. J'étais vraiment dans ce truc de l'entrepreneur bien foutu. Et du coup, le yoga, ça a été parfait parce que ça m'a donné une avenue vers une pratique sportive que j'aimais beaucoup et à laquelle j'étais très bon. Vraiment, j'ai été propulsé très rapidement. Je me souviens, mais les premières fois que j'allais dans des salles de yoga, je voyais les profs qui me regardaient et ça brossait mon ego comme pas possible parce que je les suivais alors que ça faisait 2 mois que je faisais ça. Donc il y avait un côté un petit peu malsain, mais mine de rien, c'est aussi une preuve que l'ego et comment on se place, comment on se positionne par rapport aux autres peut être une manière d'aller vers du bien, d'aller vers de la lumière. Parce que du coup, le yoga, ça m'a ouvert à des pratiques, ça m'a ouvert à plus de conscience, ça m'a ouvert à plus de présence. J'ai commencé à amener dans d'autres activités et notamment dans l'entrepreneuriat. Et très rapidement, je me suis rendu compte, une journée où je commence par 1 heure de yoga, c'est une bonne journée, où je suis présent, où j'ai moins d'anxiété, où je suis plus agréable avec les gens qui m'entourent, où paradoxalement, mon ego s'efface un petit peu aussi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que s'est fait cette première phase. Je noterai quand même, comme je te l'avais dit, le LSD qui a débarqué dans ma vie quelques mois plus tard, pour la première fois. Et où là, ça a vraiment propulsé en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je suis vraiment passé du développement personnel au développement spirituel. D'un développement de moi pour moi, à un développement de moi et comment je connecte avec le monde autour de moi,
avec plus d'humilité, avec plus de compassion. D'accord. Peut-être sur ce point parce que en fait, pour moi, ça évoque un peu un questionnement, personnel. Quand on parle de LSD, on l'associe souvent à, un narcotique, une drogue, et dans cette drogue, on voit souvent, le côté, je dirais plutôt «malsain» entre guillemets. Comment toi tu réconcilies ça, finalement, le développement personnel et puis, cette béquille un peu, chimique quelque part, qui vient t'assister dans ta transformation? Donc, comment tu peux, nous parler un petit peu de cette, apparente contradiction? Merci beaucoup de poser cette question parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que j'y réfléchis beaucoup à comment j'ai découvert ce monde-là. Je dirais pas que je regrette parce que j'ai eu les expériences que je devais avoir pour devenir la personne que je suis et je suis très heureux de la personne que je suis aujourd'hui. Mais si l'opportunité m'était donnée, je le ferais différemment. Parce que, tu parlais de MDMA dans l'introduction, tu parlais de weed aussi, enfin d'herbe. Mmh. C'était une époque de ma vie où, même si je ne consommais pas régulièrement de substances dures, quand je le faisais dans l'excès. J'allais trop loin, je prenais trop, il y avait un peu un côté, how high can I get? À quel point est-ce que je peux, monter, tu vois? Et du coup, ça allait à l'excès, c'était des afters jusqu'à 16 heures à mélanger les substances. Enfin, c'était très néfaste. Je m'en rendais pas compte, mais c'était une manière pour moi de me tuer, en fait. Je m'aimais pas et du coup, je m'évadais dans ces cercles-là. Et le LSD est entré dans ma vie un petit peu comme, la prochaine substance un peu plus forte qui t'emmène plus loin. Donc il y avait un petit peu quand même ce côté-là d'aller se percher. Et si aujourd'hui m'était donné l'opportunité, je le ferais complètement différemment. Je le ferais plus dans un cadre sain avec des personnes qui l'ont déjà fait. Je pense que j'irais plus chercher le cadre cérémonial où vraiment on ritualise la chose et on n'est pas là pour se défoncer, mais on est vraiment là parce que avec conscience, avec une intention de croissance. Et tu vois, pour moi, elle est là la limite. Ça dépend pas vraiment de la substance que tu utilises, mais ça dépend de comment et de pourquoi tu l'utilises. Si tu le fais parce que t'es malheureux et parce que tu veux t'évader et parce que c'est pour aller faire la teuf avec les potes le week-end, pour bien se défoncer et avoir des belles histoires à raconter, c'est quelque chose qui résonne très, très peu avec moi aujourd'hui. Je dis pas que je le ferai plus du tout en mode récréationnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire pas. Par contre, l'univers, la chimie, même si moi aussi je suis de moins en moins enclin à utiliser des substances qui ne viennent pas directement de la nature, l'univers nous a donné des outils qui nous permettent d'aller avoir des expériences avec nous-mêmes qui transforment complètement notre réalité et qui nous donnent une opportunité de faire des bonds dans le temps. Ma première prise de LSD, c'était 10 ans de méditation ou 15 ans de méditation. Les compréhensions que j'ai eues sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. OK. Merci en tout cas de ton honnêteté d'exprimer ton opinion sur le sujet avec, les limites que ça engage dans la mesure où, ces substances pour certaines sont répréhensibles, et donc, illégales. Donc, chacun devra se positionner en conscience par rapport à ça. Mais en tout cas, merci de ton honnêteté d'avoir, donné ton sentiment sur le sujet. Si on revient à tes rituels et tes influences, tu as beaucoup évoqué le yoga, la méditation, le journaling, tu parlais là de l'usage de psychédéliques. Quelles sont les pratiques qui pour toi sont devenues finalement les fondations de tes moments d'introspection, tes moments de transformation, hein? Qu'est-ce qui, jalonne ta vie aujourd'hui? Je pense que bon, le journaling est toujours là, même si, comme je le disais, maintenant j'ai développé une capacité d'introspection qui est très forte et j'ai une énorme honnêteté avec moi-même et donc j'ai moins besoin de ce support-là. Mais de temps en temps, tu vois, j'ai l'envie de marquer le coup et du coup de partager quelque chose ou alors d'explorer quelque chose. Donc ça fait moins partie des éléments fondamentaux. La méditation, par contre, mon approche de la méditation a beaucoup évolué. Il y a eu un avant Vipassana et un après Vipassana. Mmh. Maintenant, ça doit faire 8 ans, je pense, que je médite. Ça a commencé par quelques minutes par jour et ça a pas tenu et j'y suis revenu. C'est passé à 10, 15 minutes et de temps en temps, je découvrais d'autres choses comme le yoga nidra. Donc, c'est une autre approche de ce sujet-là. Et par contre, il y a 2 ans et demi, j'ai fait mon premier cours de 10 jours de Vipassana. Et là, ça a complètement transformé ma vie. C'est devenu ma voie, c'est devenu mon socle. La première année, il est recommandé, en fait, une fois que tu as fait Vipassana, de faire le cours de 10 jours une fois tous les ans et de méditer 2 heures par jour. Donc, j'avais cette intention de méditer 2 heures par jour à laquelle je ne me suis absolument pas tenu la première année. Je l'ai fait 1 ou 2 mois, j'avais la chance de l'avoir fait avec ma compagne. Donc, on a fait ça tous les 2, mais au final, la vie a un petit peu repris le dessus et du coup, il y avait des fois où on se retrouvait à pas méditer ou à méditer moins et Mmh tout. mh. Mmh. Et par contre, j'ai fait le deuxième cours au bout d'un an et là, c'était, toute autre expérience. Je suis allé beaucoup plus profondément et là, j'ai véritablement décidé: «OK, ça, c'est ma pratique» et donc aujourd'hui, c'est
ma priorité absolue. Je ne commence pas ma journée sans avoir fait mon heure de méditation et je ne clôture pas ma journée sans avoir fait mon autre heure de méditation. Ça passe avant le sport, ça passe avant le travail, ça passe avant quoi que ce soit. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler, toi, des bénéfices, en fait, que tu en retires de cette pratique? Et notamment dans la perspective de thème de ce podcast qui est celui de la transformation. Je vais te donner la réponse que j'ai donnée à quelqu'un la dernière fois qui m'a un petit peu rayonné quand je lui ai dit, et la réponse c'est tout. Littéralement, tous les curseurs que tu voudrais voir descendre dans ta vie et tous les curseurs que tu voudrais voir augmenter dans ta vie seront impactés par Vipassana. J'étais très anxieux, j'ai plus d'anxiété du tout. J'étais insomniaque, j'ai plus d'insomnie. J'ai pas eu une nuit blanche depuis 2 ans. J'étais addict à la weed, je suis plus addict à la weed. J'avais une discipline, mais j'avais pas une discipline qui était très ancrée. J'avais quand même une discipline qui fluctuait, on va dire, avec Aléatoire. Ouais. aléatoire, merci, avec les saisons de la vie. Et aujourd'hui, j'ai une discipline profondément ancrée où lorsque quelque chose a besoin d'être fait, que j'en ai l'envie ou pas, cette chose-là sera faite. Ça m'a rendu un bien meilleur compagnon pour ma femme. Je pouvais être dur, je pouvais être très analytique dans notre relation, là où elle était plus émotionnelle et du coup parfois on allait un petit peu au Mmh. conflit. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'écoute envers elle. Donc ça devrait être remboursé par la sécu, non? Ah mais complètement. Ça devrait être remboursé par la sécu, ça devrait être enseigné à l'école, ça résoudrait mais tellement de problèmes. Je sais que Goenka, le mec qui a distribué ça dans le monde, il avait fait, par exemple, un cours de 10 jours de Vipassana avec 1000 prisonniers et ça avait eu d'énormes impacts. Mais en fait, c'est une pratique qui, te connecte avec toi-même avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de patience et au cœur, en fait, il y a le fait que notre vie, elle est guidée par 2 choses. Elle est guidée par nos addictions aux choses qui nous plaisent et nos aversions aux choses qui nous plaisent pas. Et en général, lorsqu'il y a quelque chose qui nous plaît, on s'y attache et on s'y accroche et ça génère des addictions. C'est pour ça que les gens fument, boivent, mangent n'importe quoi, regardent Netflix. Et de l'autre côté, il y a les choses que t'aimes pas et pour lesquelles tu as de l'aversion et qui du coup te donnent de l'anxiété, des peurs, des insécurités. Vipassana t'entraîne à les traiter et à ne plus réagir lorsque ces stimulations se manifestent. Tu vas avoir des manifestations de choses qui te plaisent et qui t'attirent. Tu vas les observer pour ce qu'elles sont, mais tu vas petit à petit en fait briser cet attachement à elles. Et pareil pour les choses qui te font du mal. En général, c'est des choses qui nous envoient dans des cycles, dans des boucles qui peuvent durer des semaines, littéralement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'arrive plus du tout. J'ai quasiment perdu toutes mes addictions et j'ai plus d'aversion. Maintenant, la vie peut mettre ce qu'elle veut sur mon chemin et je le vois pour ce que c'est l'opportunité d'une leçon. Et Vipassana est un framework incroyable. J'ai énormément de gratitude envers cette pratique. Bah, ceux qui nous écoutent, donc Vipassana est la voie. Donnez-vous cette chance d'essayer, en tout cas, pour voir ce que ça fait sur votre chemin de transformation. Et en tout cas, pour toi, ça a eu un impact, a priori, extrêmement positif. Monstrueux. Alors Simon, on l'a vu, tu as traversé quand même des phases assez sombres, hein, de dépendance, dépression, burn-out. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de tenir quand plus rien finalement faisait sens? Comment tu fais aujourd'hui pour naviguer ces moments d'incertitude? Bah, tu as commencé à explorer un petit peu cette voie, mais surtout aussi dans des contextes aussi mouvants que l'entrepreneuriat dans lequel tu es, et l'innovation sociale a fortiori, quoi. Donc, comment tu gères en fait ces moments de doute, d'incertitude? Le mot qui me vient en tête, c'est la foi. Et c'est pas une foi qui est forcément religieuse ou spirituelle, c'est une foi de vie. Je me souviens particulièrement pendant cette grosse dépression, lorsque je me posais la question est-ce que j'ai envie de rester en vie ou est-ce que mourir serait une option? La réponse m'est pas venue tout de suite, mais quelques jours plus tard, j'ai commencé en fait à avoir un fil très fin de je sais pas quelle est ma place, mais je sais que j'ai ma place ici. Et je sais que j'ai mon rôle à jouer. Et j'avais une approche un petit peu nihiliste de la chose à ce moment-là, parce que j'avais un petit peu accepté que peut-être je serais jamais heureux. C'était venu faire partie de comment je me voyais à cette époque-là. Mais il y avait quand même cette lumière au bout du très 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 long tunnel et à laquelle je me raccrochais et au final, c'est ça qui m'a fait vivre et qui m'a fait continuer et petit à petit, cette lumière, elle s'est rapprochée et au bout de 2 ou 3 ans de travail très profond, j'ai commencé à être un peu plus heureux. Ensuite, il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi, j'ai rencontré ma femme et elle qui était aussi sur ce processus de transformation pour elle-même. Nos 2 mondes sont rentrés en contact. On fait beaucoup de bruit. La première année a été un petit peu dure et chaotique, mais c'est avec cette rencontre que j'ai commencé à être plus heureux. Et en fait, avec cette bascule du développement personnel vers le développement spirituel, avec cette compréhension qu'il y a des choses au-delà du monde matérialiste, au début, je l'appelais l'univers.
Et en fait, ce que moi j'appelais l'univers, je me suis rendu compte que d'autres l'appelaient Dieu et que certains avaient un Dieu et d'autres avaient d'autres dieux, mais qu'au final ils se recoupaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Tiens, mais en fait peut-être que je crois en une version de Dieu». Et en continuant le chemin des psychédéliques, en continuant le chemin de la méditation, avec Vipassana qui a beaucoup accéléré ça, je me suis rendu compte que petit à petit, je brisais des barrières entre le mortel et le divin en moi, où je touchais à quelque chose qui me dépassait complètement, que mon cerveau très très cartésien à la base et qui était, pour moi, Dieu n'existait absolument pas. Tout ce qui existait était vraiment ce que tu peux toucher, ce que tu peux voir, ce que la science peut expliquer. Et au final, je me suis rendu compte que il y a une force, il y a quelque chose qui nous entoure et qui nous guide, qui écrit des scénarios parfois, et parfois il faut faire confiance au scénario. Il y a une phrase qui m'est revenue beaucoup quand je parle du passage entre le physique et le quantique, c'est que il y a les choses que tu dois voir pour croire, et il y a les choses que tu dois croire pour voir. Et le matérialiste, c'est voir pour croire. Par contre, il y a quelque chose de magique qui se passe lorsque tu commences en anglais, on parle souvent de surrender, hein, tu commences à vraiment lâcher prise et accepter que tu n'es pas seul et que tu n'as pas toutes les cartes entre tes mains, qu'il y a une partie en fait de ton existence qui est là-haut, qui est autour de toi, tu l'appelles comme tu veux. Je sais que c'est des idées qui résonneront pas avec tout le monde et c'est normal parce que, enfin, si moi je ne l'avais pas expérimenté pour moi-même, je l'aurais jamais cru. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, maintenant, j'ai cette croyance absolue que quoi que la vie mette sur mon chemin, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre et c'est parce que j'ai quelque chose à creuser, j'ai quelque chose à désapprendre. Et tu vois, je prends le contexte actuel qui est que je suis dans une situation d'insécurité financière, mais je vois les bénéfices en fait à l'intérieur de cette insécurité. Je savais que j'avais besoin de cette insécurité pour en tirer des leçons très très profondes sur mon rapport au matériel, sur mon rapport à l'argent. Et même si je n'ai un runway qui est vraiment pas confortable, j'ai confiance que je suis exactement là où je dois être et je reste vraiment dans ce mindset d'abondance. Excellent. Enfin, on pourrait en parler des heures, c'est Des heures. passionnant et se dire que effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et tu parlais de la différence entre la foi et la science. Enfin, on peut se rendre compte tous les jours qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas expliquer, donc qu'il y a amplement de la place pour l'interrogation, l'exploration, ou en tout cas le doute que permet ou nécessite la foi. Je voulais qu'on parle, justement un petit peu de Society. Je veux savoir un petit peu comment ton parcours intérieur et cette transformation avaient aussi façonné, le projet que tu portes aujourd'hui qui est, The Society. Tu parles d'un capitalisme à réinventer et donc l'idée, bah, c'était comprendre en fait comment tu traduis toi les valeurs spirituelles là que tu viens d'exprimer, finalement dans une organisation un peu, économique, concrète quoi. Sur la première partie de ta question, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé au début parce que je pense que lorsqu'on est entrepreneur, on a le choix entre travailler à l'extérieur et travailler à l'intérieur ou un mélange des 2. Quand on travaille sur le monde objectif, mon apprentissage, ça a été qu'il a toujours une limite qui est le monde subjectif. As inside, as outside. Et si tu as des limitations à l'intérieur de toi, elles se reflèteront sur ton expérience dans le monde autour. Et du coup, ça a été un très beau parcours ces dernières années parce que même si elles n'ont pas été faciles, il y a vraiment eu un très bel équilibre qui s'est créé en moi sur le travail que je fais à l'intérieur et sur le travail que je fais à l'extérieur. Pour moi, les 2 ont été vraiment main dans la main. Le travail à l'extérieur a été une opportunité du travail à l'intérieur, et le travail à l'intérieur a fait exploser les opportunités qui sont liées au monde de l'extérieur. Et c'est particulièrement vrai pour moi lorsque j'ai commencé à travailler sur The Society il y a 3 ans, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lors de la première année sur The Society, j'étais encore un petit peu dans ce mindset entrepreneur. J'étais un peu plus concentré sur le monde matérialiste. Mais en fait, je me souviens encore, Vipassana, en plein milieu du cours de 10 jours, j'étais en galère. Vraiment, c'était très, très dur. Et je vais sous la douche et j'aurais du mal à l'expliquer, mais il s'est passé un énorme déclic de je suis là pour une raison et je suis là parce que c'est ma mission. Il y a eu vraiment un rapprochement entre moi en tant que personne et de Society en tant qu'une extension de moi. J'ai intériorisé en fait que c'était pas un projet, c'était pas un business, c'était vraiment une manifestation de qui je suis. Et du coup, les 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur. J'ai vraiment eu cette pratique vipassana où j'étais très, très déterminé. Comme je le disais, j'ai découvert ayahuasca l'année dernière, j'ai fait plusieurs cérémonies depuis et à chaque fois que enfin, quotidiennement avec la pratique de vipassana et à chaque fois que je fais une cérémonie,
je me rapproche de plus en plus de cette mission. OK. Je sens à chaque fois que j'ai des paliers qui sont atteints à l'intérieur, c'est des paliers qui sont atteints à l'extérieur. Et ça se manifeste de manière très, très, très concrète. Il y a eu un énorme déclic lors de cette première cérémonie ayahuasca en décembre dernier. Et dans les semaines qui a suivi, j'ai rencontré les 5 personnes qui sont devenues des piliers autour de moi et qui ont commencé à vraiment beaucoup m'aider. Il y a eu vraiment eu un actionnement, en fait, de la loi de l'attraction, entre guillemets. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de Society et nous expliquer un petit peu, quel est ton projet avec, cette entreprise? Avec plaisir. L'intention initiale, la croyance profonde, la vision, c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure et ce que tu relevais en faisant le parallèle avec ce que fait Jean, où il y a le fait qu'aujourd'hui le monde est complètement déséquilibré, que l'accès à l'opportunité est complètement éclaté, que la valeur est beaucoup trop centralisée autour d'un petit groupe de personnes. Et c'est ça qui m'a animé, c'est ça qui a animé tous les gens qui se sont accolés au projet. Maintenant, la question c'est, OK, elle est belle ton idée, elle est belle ton intention, mais comment est-ce que ça se matérialise de manière pragmatique? Et au fil du temps, il nous a fallu du temps pour vraiment comprendre là où était l'opportunité d'actionner ça, et elle se trouve dans les communautés. L'homme est par essence un animal communautaire, un animal social. C'est quelque chose qui s'est complètement perdu dans les dernières décennies. Tous les gros fléaux physiques se sont plus ou moins effacés et ça a permis plus de confort, ça a permis plus de sécurité et on s'est retrouvé maintenant dans une société qui est extrêmement individualiste où c'est, pardon du langage, tout pour ma gueule. Et où les réseaux sociaux n'ont de social que le nom, en fait. Complètement, complètement. Ça ne crée aucun tissu communautaire. Et tu le vois quand tu passes du temps en Afrique, quand tu passes du temps avec des gens qui sont en Amérique du Sud, où il y a encore un capitalisme qui est un petit peu différent et il y a un sentiment de tribu qui est plus fort. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était véritablement ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, l'homme a perdu sa tribu et que les communautés, comme on les imagine aujourd'hui, elles sont extrêmement extractives. Elles sont vraiment dans ce modèle de capitalisme très compétitif et extracteur où c'est je crée pour toi pour que ça me bénéficie à moi. Et du coup, The Society, c'est un écosystème de communautés, une communauté de communautés qui donne du pouvoir en fait à des communautés de créer de la valeur avec leurs membres, mais en redistribuant une valeur juste à ces membres qui contribuent. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de ces relations transactionnelles. Et la beauté de la chose qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, aujourd'hui déjà, tu vois, on a des communautés qui sont un petit peu partout dans le monde, mais qui acceptent de faire partie d'un collectif, de connecter leur modèle économique à un modèle économique global. C'est-à-dire que chacune de ces personnes et chacune de ces communautés va contribuer une partie de la valeur qui est générée à un écosystème global. Mais cet écosystème global, c'est pas moi, c'est pas l'équipe, c'est nous Mmh mh. tous qui allons décider de comment ces ressources vont être utilisées. Et c'est D'accord. pour ça que je te parlais de contrat social et que tu reviens sur le contrat social parce que c'est cette notion de, eh bien, écoute, viens faire partie d'un collectif, mais dans lequel tu es justement valorisé. OK. Et donc précisément, à quel stade de développement vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu offres déjà et de quoi tu aurais besoin? Nous, on est, ça fait 3 ans qu'on bootstrap et on est en train petit à petit de sortir de cette phase de bootstrapping. Donc là, on est en train d'ouvrir un premier tour de levée de fonds. Donc c'est hyper important pour nous parce qu'on est à quelques semaines du produit. On a déjà 10 communautés qui représentent entre 15 et 20 000 personnes, membres, qui ont accepté de co-créer ça avec nous, de co-créer ce produit, de le co-designer ensemble. Et donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de plus de communautés parce qu'on a déjà beaucoup à faire avec celles qui sont présentes. Même si ces valeurs résonnent, contactez-moi et ça sera avec plaisir d'en discuter. Et par contre, oui, effectivement, toute personne qui pourra nous connecter avec des gens qui seraient friands d'investir dans ce genre d'initiative, en sachant que c'est pas seulement des valeurs, il y a un modèle économique concret et très puissant derrière derrière ce D'accord. qu'on est en train de faire. Mais en tant qu'individu, est-ce que moi je peux contribuer d'une manière ou d'une autre ou devenir, utilisateur de cette plateforme? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, on est un peu dans le vide, dans le gris, autour pour ce qui est des individus. On a un Mmh mh. petit peu, fermé cette porte-là pour l'instant pour se concentrer sur les communautés, mais la porte sera réouverte et une personne avec qui ça résonnerait, énormément peut toujours me contacter pour qu'on fasse connaissance et pour que lorsque cette porte s'ouvre à nouveau, vous puissiez la prendre. Simon, à celles et ceux qui vivent aujourd'hui, un peu de chaos intérieur comme toi tu l'as connu, ce serait quoi ton message pour eux? Par quoi tu conseillerais qu'ils commencent pour se mettre en chemin, pour se transformer, se rapprocher de ce qu'ils aspirent à être? Je vais juste très rapidement parler du danger et le danger, c'est d'écouter tout et n'importe qui a autour et qui pourrait dire: «C'est ça la solution». Pour moi, il y a une destination qui est plus d'épanouissement et plus de bonheur, mais il y a tout un tas de chemins pour y aller.
la seule personne qui peut véritablement savoir quel chemin est le bon pour toi, c'est toi. Et du coup, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de bienfaits dans les réseaux sociaux qui apportent beaucoup plus de conscience, qui permettent de dédramatiser beaucoup de choses et de désacraliser d'autres sujets, il y a aussi ce concours de qui a la meilleure solution, en fait. Alors qu'il n'y a pas de meilleure solution. Il y a juste une meilleure solution pour toi à cet instant Mmh. donné. Mmh. Et moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de vraiment commencer à s'écouter eux-mêmes, parce que potentiellement, tu vas avoir un tel qui va dire, il faut que tu ailles voir un psy, alors que toi, tu as entendu parler d'un chaman, tu as envie d'aller voir le chaman. Ou alors, Mmh. il y a quelqu'un qui t'a parlé d'un chaman, mais en fait, ça t'inspire pas du tout. Par contre, il y a un Mmh. magnétiseur que tu as rencontré qui te fait beaucoup résonner. Ou alors, tu as juste envie d'aller faire du yoga. Mmh. Ou alors, tu as juste envie d'aller te balader, tu vois, le Ouais. dimanche et de déconnecter de ton téléphone. Donc c'est vraiment, trouve le truc que tu peux faire qui va te mettre à l'aise avec toi-même, qui te met pas de pression et construis là-dessus et construis des petites habitudes, après ces expériences. Donc, la première des recommandations que tu as envie de faire, c'est de mieux s'écouter, de mieux se connaître, soi-même. Et pour ça, en fait, donc, indépendamment des pratiques qu'ensuite tu peux mettre en œuvre, comment tu fais pour mieux t'écouter? Ce serait quoi le conseil pour mieux s'écouter? Mieux s'écouter, c'est un apprentissage. L'introspection, c'est un muscle à travailler. Ouais, C'est quelque chose qui met du temps, quelque chose qui demande une discipline. C'est pour ça que moi, lorsque je fais du coaching, ça s'appelle assisted introspection. Je suis pas là, moi je connais et je vais te dire comment tu dois avancer. Moi, je vais juste faire ton miroir et t'aider à voir là où tu as des biais et là où tu as des d'accord, portes que tu pas explorées. Et c'est pour ça que le journal, c'est un des meilleurs outils parce que c'est très facile. Moi, ouais, j'utilise une application depuis des années qui s'appelle Day One où il y a un mot de passe, donc tu sais qu'il y a personne qui va venir dessus. C'est très pratique, tu tapes, en plus ça te permet de voir ce que tu as écrit par le passé et tu commences comme ça. Et après, petit à petit, l'objectif, c'est de développer ta capacité d'honnêteté avec toi-même et de te rendre compte, ah tiens, là j'ai un biais. Ah tiens, là je suis pas complètement honnête avec moi-même. Et la raison pour laquelle c'est un muscle, c'est parce que tu vas pas par l'introspection avoir toutes les réponses tout de suite. Il faut d'abord avoir un engagement avec toi-même que tu vas t'engager dans ce processus. Et ensuite, il faut s'y tenir et il faut y revenir et il faut accepter de se faire du mal parce que des fois, on n'a pas envie de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On préfère se voiler la face, mais il faut justement avoir la foi que derrière cette possible difficulté et ce possible sombre, bah, il y a beaucoup de beau et il y a beaucoup d'épanouissement. bah, merci pour cette, recommandation. Je pense qu'il est effectivement ultra utile pour commencer à mieux s'écouter, à mettre sur le papier, ce qui nous passe par la tête. Mm. Simon, on arrive déjà bientôt à la fin de notre conversation. Comment tu vois, la suite du chemin, toi? Est-ce que tu l'as imaginé déjà? Pas vraiment. Enfin, je l'ai imaginé et lorsqu'on pense à ça, je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas, il y avait pas mal d'ego qui se mettait dedans, où j'avais envie que ma vie, elle ressemble à ça ou à ça. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai la foi en moi et j'ai la foi en la vie. Et je sais qu'elle m'emmène là où elle doit m'emmener. Je suis exactement là où je dois être aujourd'hui. J'ai l'intuition que The Society sera une partie très très importante de ma vie pour des décennies. Je suis dans une relation incroyable avec ma femme avec laquelle on est en train de construire de belles choses et donc ma vie ça sera ça, mais j'ai plus d'attentes. J'espère plus forcément gagner beaucoup d'argent ou avoir énormément d'impact. J'ai l'impression que ça va être le cas parce que c'est comme ça que c'est en train de se développer, mais j'ai pas vraiment d'image vers laquelle je me dirige. OK, très clair. Simon, est-ce qu'il y a un thème, un sujet, une information qui tient à cœur qu'on n'aurait pas partagé pendant notre conversation ou une actualité que tu aurais envie de partager avec nous avant qu'on referme, cette conversation? Non, écoute, on a déjà fait pas mal de travail et je pense qu'on a déjà lâché pas mal de clés pour des personnes qui voudraient, elles, soit s'engager, soit aller plus loin dans ce projet-là. Donc, en tout cas, moi, je suis toujours à la disposition des gens qui sont sur ce chemin. C'est la chose qui me tient le plus à cœur. Donc, si quelqu'un aurait envie de discuter plus, je suis vraiment toujours à disposition. Très cool. Super. Bah, merci de ta disponibilité. Alors, c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a une tradition dans ce podcast. Avant de se quitter, je vais te soumettre à une batterie de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, ça va être pour toi, en moins de 2 minutes, de répondre à un maximum de questions. Donc, est-ce que tu es prêt? Je sais pas si je suis prêt, mais allons-y quand même. OK, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? En ce moment, je lis The Strength of the Few, un livre génial qui mêle sujets sociaux et un petit peu sujets spirituels d'une manière ou d'une autre. James Islington. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Ah, il y en a un certain nombre, mais effectivement, tu penses à The Power of Now qui a été assez fondamental. Il y a, je me souviens de Brené Brown, The Growth Mindset. Il y a The Trillion Dollar Coach qui m'avait beaucoup touché. Plus récemment, il y a aussi The Infinite Game de Simon Sinek. Beaucoup de livres à différents moments de ma vie qui ont eu des impacts suivant là où j'en étais. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment?
J'écoute beaucoup de musique de la forêt amazonienne et vu que je suis un petit peu dans un mode cérémonie, donc pas mal de musique de la tribu Yawanawa. Il y en a une qui s'appelle Anope, A-N-O-P-E. Et sinon John Bellion pour les trucs un petit peu moins perchés. John Bellion qui vient de sortir un album premier depuis 6 ans et qui est monstrueux et ce mec est vraiment partie de la soundtrack de ma vie depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a une citation, est-ce que tu as une citation préférée? Peter Crone qui dit la vie te met sur ton chemin des personnes et des événements qui te montrent là où tu n'es pas libre. Et moi, j'en tire qu'en fait, la vie est un jeu et que rien n'a d'importance, si ce n'est qu'il faut observer ce qui se passe et en apprendre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Je dirais ma femme, et j'ai 2 amis qui ont une place très très importante dans ma vie ces derniers temps, qui aussi m'inspirent beaucoup. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Je savais pas du tout. Je voulais des trucs à succès et à statut. Comment commences-tu ta journée? Méditation 1 heure, Vipassana. Quel talent aimerais-tu avoir? Je suis très heureux avec qui je suis. Quelle est ta plus grande force? Je pense que résilience, compassion, empathie, Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Vipassana, Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? d'aller faire Vipassana. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Vipassana. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que la vie a pas besoin d'être prise aussi au sérieux. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Rien. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Je rencontre de plus en plus de belles personnes qui, malgré tout le sombre qu'il y a autour, il y a énormément de belles personnes qui ont de belles énergies et de belles initiatives et elles me donnent beaucoup de force. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Ça m'importe très peu qu'on se souvienne de moi. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Celui-là, cette vie. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Exactement ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Tu mérites d'être aimé. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? La première personne qui me vient en tête, c'est une personne qui s'appelle Soumeya, qui est fantastique, que tu vas beaucoup apprécier. Je suis sûr qu'elle serait très heureuse de venir sur ce podcast. Qu'est-ce qu'elle fait, Soumeya? Soumeya, elle fait beaucoup de choses. Elle parcourt beaucoup dans le monde du développement et de la transformation. Et elle navigue dans le monde des écosystèmes. Elle a beaucoup connecté l'Afrique avec le reste du monde. C'est marrant parce qu'avec Soumeya, ça fait 4 fois qu'on s'appelle. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et on n'arrive jamais à parler de choses matérielles. On veut s'entraider l'un l'autre dans nos projets respectifs, mais on n'arrive jamais à en parler parce qu'on finit toujours par parler de notre propre développement et à s'auto-inspirer l'un l'autre. Très très belle personne. Génial, on est très impatients de recevoir Soumeya, ce podcast, pour entendre ces pépites de sagesse. Et merci Simon d'avoir partagé les tiennes. Merci pour ton témoignage et pour ton authenticité, pour avoir été dans des zones parfois inexplorées sur ce podcast. Donc merci. Merci de ton accueil. Bonne suite du chemin à toi. Merci à toi Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Simon. Premièrement, comme le dit Simon, nous sommes tous en quête d'épanouissement et de bonheur. Et il y a 1000 chemins pour y parvenir. Mais il n'existe qu'un bon chemin, celui qui résonne avec nous. La seule personne qui peut savoir ce qui est juste pour nous, c'est nous. Deuxièmement, on ne guérit pas en voulant prouver. On guérit en apprenant à s'aimer. Derrière l'envie de réussir, il y a souvent un besoin d'être aimé. Nous poursuivons parfois le succès pour combler un vide. Mais aucune réussite extérieure ne remplace l'amour que nous refusons de nous donner. Troisièmement, la gratitude envers soi-même est une révolution intérieure. Nous avons beaucoup appris à remercier les autres, rarement à nous remercier pour notre résilience. Pourtant, reconnaître notre propre courage peut permettre de changer notre fréquence intérieure. Quatrièmement, la pratique transforme plus que l'intention. Nous sous-estimons la puissance des pratiques quotidiennes. Comme la pratique de Vipassana pour Simon, ce que nous faisons chaque jour finit par façonner qui nous devenons. Et enfin, Simon nous rappelle que nos vies sont gouvernées par 2 forces, l'attachement et l'aversion. Nous courons après ce qui nous plaît, nous fuyons ce qui nous déplaît. Dans ces réactions automatiques naissent nos addictions et nos peurs. Comme y invite la pratique Vipassana, observer sans réagir est déjà une libération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas,
C'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.